Nous continuons donc cette série sur le régime permanent sinusoïdal avec l'exercice 25 qui traite de la détermination des paramètres d'une charge électrique inconnue. Donc il faut considérer que l'on a affaire à une boîte noire euh, dont on n'a aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur, si ce n'est que c'est un circuit linéaire et qui est alimenté avec un générateur de tension sinusoïdale à 50 Hz. Et donc on est capable sur cette charge de mesurer à la fois la tension appliquée à ces bornes et le courant qui circule dedans. Donc il faut imaginer qu'on a à notre disposition un oscilloscope avec une sonde de tension et une sonde de courant qui sont câblées sur deux voies de l'oscilloscope et que l'on observe l'un et l'autre simultanément sur l'écran. Donc il y a un graphe avec les formes d'ondes et tension et courant, et on vous indique que l'amplitude crête de la tension est de 10 volts et 3 ampères pour le courant. Et donc le décalage temporel est de 4 millisecondes entre tension et courant. Donc le texte, le voilà réduit avec le graphe. Donc on voit la structure du montage. On a un générateur qui fournit une tension à la charge, et donc on mesure cette tension et on mesure le courant qui circule entre le générateur et la charge. Et donc sur l'écran de l'oscilloscope, on voit deux formes d'ondes. Le tracé ici de U, donc avec une échelle qui monte à 10 volts. Donc il faut imaginer que sur un oscilloscope, si on a vraiment deux sondes détectées par l'oscilloscope, on peut avoir des échelles qui sont clairement indiquées en volts pour la tension et en ampères pour le courant, alors que normalement un oscilloscope ça ne fait que mesurer des tensions. Et donc là, le graphe indique une échelle temporelle qui n'est pas forcément très lisible, mais la particularité c'est que l'instant initial, ça n'est pas 0. Et donc si on mesure la durée d'une période, on démarre la période à l'instant t égale 0,04 et on la termine à l'instant t égale 0,06, ce qui fait une différence de 0,02 secondes, donc 20 millisecondes, ce qui correspond bien à une période pour un signal de 50 Hz, de fréquence 50 Hz. Et donc bien évidemment, tension et courant ont la même fréquence, et on note bien un décalage de 4 millisecondes entre tension et courant. Alors la question qui est posée pour démarrer, c'est de déterminer si le courant est en avance ou en retard sur la tension. Et donc là, pour répondre à la question, il suffit d'observer l'axe des abscisses, le temps, et donc de noter que le maximum de la tension U se passe à cet instant-là, t égale 0,045, et que l'instant auquel le maximum, le courant atteint son maximum, il situe un peu avant t égale 0,05, mais donc là on vous dit très clairement que ça se situe 4 millisecondes après le maximum de la tension. Donc l'observation nous dit que le courant est en retard de 4 millisecondes sur la tension. Donc tout simplement parce que en fait on date les événements, et donc l'événement U atteint son maximum se situe 4 millisecondes plus tôt que l'instant I atteint son maximum. Alors comme on est en régime périodique, bien évidemment, la période étant de 20 millisecondes, on pourrait tout aussi bien dire que I est en avance sur U de 16 millisecondes, mais donc si on parle bien des 4 millisecondes, c'est bien un retard
qu'il faut considérer. Et donc de manière générale, on analyse les déphasages à l'échelle d'une demi-période, parce que ça revient exactement au même que un étudiant qui arriverait 5 minutes en retard en TD. On pourrait tout aussi bien dire qu'il a quasiment une semaine d'avance sur le TD de la semaine d'après, mais bien évidemment, c'est les 5 minutes de retard que l'on considère. Donc, une fois qu'on a identifié ce retard, on a toutes les informations nécessaires pour calculer l'impédance Z de la charge, et on vous demande d'abord de donner le module et l'argument, parce que c'est les grandeurs qui vont être naturellement déduites des observations. On a une amplitude de 10 volts pour la tension. 3 ampères pour le courant. Et un retard de 4 millisecondes pour le courant par rapport à la tension. Sachant que la période des sinusoïdes est de 20 millisecondes. Donc en fait, il y a une dernière petite chose à faire pour pouvoir aboutir au résultat, c'est de faire un produit en croix en fait. Là, c'est des durées qui sont indiquées, alors qu'un déphasage, c'est un déphasage angulaire. Donc en fait, il suffit de faire un tableau de proportionnalité. Un décalage de 4 millisecondes, ça correspond à un angle phi que l'on cherche à déterminer. Alors que 20 millisecondes, ça correspond à une période complète. Donc ça, c'est le temps. Là, c'est une phase. Et donc, ça correspond à une période complète, ça correspond à 360 degrés ou à 2 pi radians. Et donc en fait il y a un tableau de proportionnalité, donc le produit en croix nous permet de déterminer que phi est égal à 4 vingtièmes de 2 pi, et donc 20 c'est 4 fois 5, donc en fait phi est égal à 2 pi sur 5 radians. Alors à partir de là, Z, qu'est-ce que c'est? C'est un E complexe, alors c'est U, je crois, qui était utilisé comme notation, donc c'est U complexe divisé par I complexe. Or, avec les informations qu'on a, on peut parfaitement dire que U complexe est égal à 10 fois exponentielle J oméga T. Alors, là, j'ai pas mis de phase, contrairement au premier exercice, de phase à l'origine. On pourrait en mettre une, de toute façon, ça n'a pas d'importance. On pourrait parfaitement introduire une phase phi 0, ça ne changerait rien. Pourquoi? Parce que I, ce qui compte, c'est pas sa phase absolue. Une phase absolue, ça n'a aucun sens, c'est un choix arbitraire. L'origine des temps, on la place où on veut. Si on a des sinusoïdes qui durent un temps infiniment long, d'un point de vue pragmatique, l'origine des temps, on peut la placer arbitrairement au passage par zéro de la tension, ou au passage par zéro du courant, ou au passage au maximum de la tension, ou du maximum du courant, ou à n'importe quelle valeur intermédiaire choisie de manière arbitraire. Ce qui compte, c'est les décalages des deux signaux l'un par rapport à l'autre. Et donc, comme on a un retard de I par rapport à U, l'angle de déphasage, il faut mettre moins phi au niveau de I, ce qui permettra d'avoir un I en retard, parce que je vous rappelle, les vecteurs U et I, dans le plan complexe, ils tournent tous les deux dans le sens
trigonométrique. Et donc, I va passer par son maximum. En fait, quand on prend partie réelle 2, en fait, on projette le vecteur tournant sur l'axe horizontal. Et donc, U passe par son maximum, U réel passe par son maximum quand U complexe est aligné avec l'axe des abscisses. Et donc, il est à son maximum à cet instant-là. Et il va falloir attendre un petit délai pour que I passe par son maximum après. Un délai qui est 4 millisecondes et qui correspond à 2π sur 5 radians à cette vitesse angulaire là. Donc en fait le vecteur ici à 50 Hz, il fait 50 tours par seconde en fait. Et donc une fois qu'on a fait ça, donc première chose que l'on peut noter, c'est que on peut arbitrairement poser phi0 égale à 0. C'est un choix particulier de référence. Mais de toute façon, pour le calcul qui nous intéresse, on n'a pas besoin de faire cette simplification parce que donc on va avoir 10 exponentielle de j oméga t plus phi 0 divisé par 3 exponentielle de j facteur de oméga t plus phi 0 moins phi. Et donc comme il s'agit d'un module de fraction que l'on doit calculer, on va avoir 10 tiers. Et ensuite l'argument, l'argument d'une fraction, c'est la différence des arguments. Donc on va avoir exponentielle de j facteur de oméga t plus phi 0 moins oméga t moins phi 0 plus phi. L'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Et là, on s'aperçoit que les oméga t s'en vont, les phi 0 s'en vont, et il ne reste que phi. Donc le résultat que l'on vous demande sous forme polaire, donc le module c'est 10 tiers, donc à peu près 3,333 ohms, et l'argument c'est phi égale à 2π sur 5, et donc 2π sur 5, si je fais l'application numérique, donc je vais essayer de retrouver l'outil Octave, et donc je tape 2π sur 5 et je... Ah, ça va pas. Annuler. Bon. Ne pas enregistrer. Je sais pas ce qu'il me fait, mais bon, je vais utiliser un autre outil qui est ouvert, qui me donnera le même résultat. On trouve à peu près 1,257 radians. Une fois que l'on a ce résultat sous forme polaire, on peut également donner le résultat sous forme cartésienne. Donc Z qui est égal à peu près 3,33 exponentielle de J facteur de 1,257, et bien c'est à peu près égal à 3,33 fois cosinus de 1,257 plus J fois 3,33 fois sinus de 1,257. Et donc, ça, c'est une résistance, et ça, c'est une réactance, que l'on peut calculer. Donc de manière littérale, si on note Z égale à ρ exponentielle J phi, R c'est égal à ρ cosinus phi, et X est égal à ρ sinus phi. Alors en termes d'application numérique,
Donc ρ fois cosinus de phi, on trouve 1,03 ohms à peu près, et x à peu près égal à 3,17 ohms. Donc voilà en ce qui concerne les formes polaires et formes cartésiennes de l'impédance. Alors je vérifie que j'ai répondu à toutes les questions. Forme polaire, forme cartésienne. Ensuite, on vous demande un petit détail. On suppose que cette charge est constituée de deux éléments en série. Proposez des composants et leurs valeurs pour obtenir l'impédance Z. Alors, comment s'y prendre? Donc on a un Z qui est égal à R plus JX à oméga égale à 100 pi radians par seconde, avec R égale à 1,03 ohm et X égale à 3,17 ohms environ. On note que X est positif. Quel est le montage le plus simple pour avoir une partie réelle qui vaut 1,03 ohm plus une partie imaginaire pure positive? Eh bien en fait, le plus simple, la solution la plus simple, ça sera quelque chose comme ceci. RL, parce que ça donne un Z qui est égal à R plus JL oméga, et que oméga est positif. L oméga est positif. Ce qui ne serait pas le cas si on avait un condensateur à la place de la bobine. On aurait une impédance 1 sur JC oméga qui donnerait du moins J facteur de 1 sur C oméga. Donc on aurait une partie imaginaire négative. Donc là, ça ne colle pas. La solution qui convient, c'est une résistance en série avec une bobine. Et donc, en ce qui concerne la résistance, c'est immédiat, hein, on a une résistance de 1,03 ohm, et en ce qui concerne L oméga, il suffit d'identifier X égale à L oméga, d'où L est égal à X sur oméga, et donc on a une réactance de 3,17 ohms et un oméga qui vaut 100 pi. Alors ça va pas tout à fait tomber rond, mais 3,17 c'est à peu près égal à 3,14. 100 pi ça vaut 314. Donc on va trouver à peu près 10 milli Henri. Et effectivement, il faut aller chercher un chiffre après, en fait 10,1 Henri. C'est 10,0910 plus précisément. Donc voilà, l'opération que l'on a faite ici, c'est une impédance-métrie, et un impédance-mètre, il est capable de vous donner la valeur de l'impédance sous forme polaire, module argument, sous forme cartésienne, partie réelle, partie imaginaire, et vous pouvez même lui suggérer un type de circuit à identifier, et à ce moment-là, il va être capable de déterminer les paramètres du modèle qui ne sont pas directement déduits du circuit. Donc normalement des impédances mètres peuvent faire cette tâche avec un certain nombre de circuits courants, RL, RC, RLC, éventuellement avec RLC série avec un C parallèle, ce qui est un modèle que l'on retrouve par exemple pour des composants qu'on appelle des quartz dans les
circuit d'horloge en électronique, on utilise ce genre de composants, et ça se modifie par un circuit RLC avec série, avec un C en parallèle. Et donc, moyennant un certain nombre de mesures, on n'est pas forcément capable d'identifier tous les paramètres d'un circuit à partir d'une mesure à une fréquence donnée, mais on peut parfaitement imaginer qu'un impédance-mètre soit capable de mesurer R et X à une certaine pulsation, puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre, etc., etc. De manière à avoir suffisamment d'informations pour identifier tous les éléments d'un modèle. Donc voilà. Alors, donc je vous ai pas présenté la fenêtre de calcul, hein. Là j'utilise ça et là, parce que Octave je l'ai fermé, il y avait un truc qui allait pas. Donc une fois qu'on a identifié l'impédance, eh bien on fait exactement comme dans le premier exercice, on va s'en servir pour des cas concrets d'alimentation, sauf que là, donc on vous dit que le générateur est une source de tension en série avec une résistance interne de 50 ohms. Et donc on vous demande d'établir un lien entre la tension E et la tension U. Donc concrètement, on a un circuit E de T en série avec une résistance R I, donc résistance interne, en série avec une impédance Z. Donc ça c'est la charge. Et ça c'est le générateur. Et donc le courant qui nous intéresse, il est là, I de T, et la tension que l'on voit, c'est U de T. Donc en fait, quand on passe dans le domaine complexe, bien la source, en fait, on peut la noter E. La résistance interne, donc je la mets à 90 degrés sur... je redessine légèrement différemment le montage, mais c'est toujours le même montage. Et donc on a notre tension U complexe, et on a un courant I complexe qui ne nous intéresse pas directement en fait. Là, qu'est-ce qu'on reconnaît ? On reconnaît un circuit en série d'une résistance avec une impédance, mais dans ce contexte généralisé, de loi d'Ohm généralisée, c'est deux composants qui sont de même nature, en série, alimentés dans l'ensemble par une tension E, et on s'intéresse à la tension U aux bornes d'un élément seulement. Donc en fait, U peut se calculer en appliquant la formule du pondiseur de tension. U est égal à E que multiplie Z sur RI plus Z. Donc en fait, la relation entre U et E, c'est ça. Avec un RI qui est connu, qui vaut 50 ohms, ce qui est la résistance interne classique d'un générateur de signaux basse fréquence, comme ceux que vous pouvez utiliser en TP, et Z qui est égal à 1,03 plus 1,03 à peu près, plus J fois 3,14. 3,17 pardon. Ohms. Là c'est pareil. Et donc on a l'expression littérale, mais on pourrait faire l'application numérique. Et là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de calculer l'expression de E, sachant que U est égal à 10 sinus oméga t. Donc en fait, ça peut sembler un peu curieux. Normalement, on connaît la tension avec laquelle on alimente le circuit, et on calcule ce qui se passe dans le circuit. Là, en fait, on a un générateur avec une résistance interne qui rend la tension E inaccessible. Donc la seule chose que l'on voit, c'est U. Donc à l'oscilloscope, on voit U.
et on considère que ça vaut 10 fois sinus oméga t, et on veut revenir à la tension à vide, la tension interne du générateur, E. Bah, ça se fait sans problème en fait. Hein. On a U égale à E fois Z sur RI plus Z. Donc là, je fais bien attention de mettre des traits en dessous quand c'est des complexes. RI étant un réel, pas besoin. Donc E, on peut parfaitement inverser la relation. Ça donne RI plus Z sur Z fois U. Et autrement dit, E est égal à 1 plus RI sur Z, le tout fois U. Donc, une fois qu'on a dit ça, ici, on a U complexe qui est de la forme 10 fois exponentielle de j facteur de oméga t. Alors, c'est là que, en fait, il faut un peu tricher. Alors, soit on fait de manière rigoureuse la même chose que précédemment. Là, c'est un 10 sinus oméga t. Donc, quand on prend la partie réelle du nombre complexe, il faut rajouter une phase. Parce que 10 exponentielle j oméga t, ça faut 10 fois cosinus oméga t. Et en fait, il faudrait avoir la même forme d'onde, mais décalée de 90 degrés. Et de retarder, en fait. On a un cosinus que l'on veut retarder de 90 degrés pour avoir un sinus. Donc en fait, c'est moins pi sur 2 ici. Mais donc ce pi sur 2, c'est ça joue le même rôle que phi 0 précédemment. En fait, ça ne joue pas pour les calculs. On peut parfaitement s'en passer et considérer que U est égal à 10 fois exponentielle de j oméga t tout court. Le truc, c'est il faut être prudent quand on revient au signal initial. Vu qu'on avait un sinus au départ, ça doit être un sinus à l'arrivée. Alors qu'en faisant ça, on prend la partie réelle et on fera la transformation si on veut à la fin, mais on n'est pas obligé. Donc U est égal à ça, et donc ça va être multiplié par un certain gain. Donc là je note G, c'est pas une impédance, c'est 1 plus RI sur Z, et ça c'est un gain, tout simplement. Donc ça vaut 1 plus 50 sur Z qui vaut 1,03 plus J fois 3,17. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut multiplier en haut et en bas par le conjugué de ça. Donc on va avoir 50 facteur de 1,03 moins J fois 3,17. Le tout divisé par 1,03 au carré plus 3,17 au carré. Et donc je vous épargne les calculs. Une fois qu'on a ça, on a le deuxième terme qui peut être éclaté en partie réelle et partie imaginaire. Donc je vais vous donner le résultat. Ça donne 5,636, si je prends toujours 4 chiffres significatifs. Bon, là j'aurais peut-être dû en mettre que 3 parce que vu que les autres résultats il n'y a que 3 chiffres. Donc 6,64, 5,64 pardon, moins J fois 14,3. Et donc là c'est sans dimension. Parce que c'est un gain, c'est un ratio entre deux tensions. Et donc, pour pouvoir faire les calculs, en fait, ça n'est pas directement exploitable. Alors,
Là, c'est pas plus mal que j'ai pas tout copié. J'ai pas besoin de tout. Hop. On a intérêt à reformuler ça sous forme polaire. Donc, la souris, elle est là. Donc, G égale à... alors, bon, on peut l'appeler G tout court, centré en dessous, exponentielle J phi, je vais l'écrire comme ça, avec G égale à racine carrée de 5,64 au carré plus 14,3 au carré. Donc formule de Pythagore, et phi égale à, bien on a un nombre complexe, G est un nombre complexe à partie réelle positive, la partie imaginaire est négative certes, mais la partie réelle est positive, ce qui fait que la fonction arctangente s'applique ici. Il n'y a pas de souci, on va trouver un angle compris entre moins pi sur 2 et 0 en fait. Avec une partie réelle négative, une partie réelle positive, on est dans le cadran où les angles sont compris entre moins 90 degrés et 0. Donc arctangente de moins 14,3 divisé par 5,64. Et donc là, je vous donne les résultats sans approximation, parce que je fais les calculs. Donc, ça fait 15,3 sans dimension. Et pour l'argument, on trouve moins 1,19 radians, en arrondissant à 3 chiffres significatifs. Donc c'est normal qu'on ait un angle qui soit plus petit que moins pi sur 4. On est entre moins pi sur 2 et moins pi sur 4, tout simplement parce que la partie imaginaire est plus grande en valeur absolue que la partie réelle. Donc au niveau du tracé, le nombre complexe que l'on a, si là je mets des graduations 5, 10, 5, 10, 15, on est quelque part par là. Donc forcément, l'angle ici, il est inférieur à moins pi sur 4 et supérieur à moins pi sur 2. Moins pi sur 2 étant là, et moins pi sur 4 étant quelque part par là. Et donc ce résultat, il est particulièrement utile parce que on sait que E est égal à G fois U. Or, donc G, on sait que ça vaut 15,3 exponentielle de moins J fois 1,19 que multiplie U, ça vaut quoi déjà? 10 fois exponentielle de J facteur de oméga t moins pi sur 2. Et donc, on va avoir 153 exponentielle de J facteur de oméga t moins pi sur 2 moins 1,19. Et donc, là, je vais essayer de mettre le résultat en tassant un peu. E de t vaudra donc 153 fois, alors cosinus de tout ça, mais donc cosinus de tout ça, faut pas oublier que oméga t moins pi sur 2, c'est ce qu'on avait mis pour pouvoir écrire un cosinus, alors que la donnée de départ c'est un sinus. Donc en fait c'est tout simplement sinus de oméga t moins
1,19. Donc voilà. Le résultat important, c'est de noter que la tension E va être en retard par rapport à la tension U de 1,19 radians. Le retard venant du signe moins. Donc voilà pour cet exercice, alors qui a le mérite de montrer une autre utilisation des nombres complexes, pas forcément uniquement en termes d'impédance, mais on peut, à partir d'une impédance ou de plusieurs impédances, calculer des ratios entre grandeurs qui peuvent être sans dimension. Une relation entre deux tensions, mais on pourrait tout aussi bien avoir une relation entre deux courants, ou bien avoir une admittance, à savoir calculer une tension à partir d'un courant. Ou l'inverse, hein, de toute façon. Soit on divise par z, soit on multiplie par z, suivant les besoins, pour appliquer la loi d'Ohm. Et puis donc tout ça se généralise très très bien dès lors qu'on intègre dans les calculs, dans le domaine complexe, loi des mailles, loi des nœuds, loi d'Ohm. Là, en l'occurrence, la loi qui découle de l'application, qui est sous-jacente à l'application de la formule du pondiseur de tension, c'est l'application de la loi des mailles. Donc voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo. Et donc ce deuxième exercice sur le régime permanent sinusoïdal.